Ici, la voix de l'Amérique. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. On commence par les titres. Dernière communion entre le peuple congolais et Étienne Tshisekedi. La dépouille du leader historique de l'opposition a été exposée ce vendredi au Stade des Martyrs à Kinshasa. En Algérie, la police hausse le ton. Elle a procédé ce vendredi à des arrestations systématiques des passants à Alger, un coup de frein aux manifestations hebdomadaires organisées dans le pays. Des tarifs douaniers de 5% sur tous les biens en provenance du Mexique. C'est la nouvelle menace de Donald Trump qui accuse Mexico de laxisme sur le dossier de l'immigration clandestine. Bonsoir à tous. Il y avait du beau monde au Stade des Martyrs ce vendredi à Kinshasa. Arrivés par milliers, les Congolais ont rendu hommage à Étienne Tshisekedi, l'opposant historique que beaucoup appellent le modèle dans la lutte pour la démocratie en RDC. Pour la circonstance, au moins 3 chefs d'État africains se sont joints au président Félix Tshisekedi, fils de l'illustre disparu, pour dire adieu au fondateur de l'UDPS. Martin Abega était sur place. Voici son reportage. Le corps de Tshisekedi est exposé au Stade des Martyrs à Kinshasa. Des hommages populaires lui ont été rendus par les Congolais et militants de son parti, convaincus par son combat politique. 3 présidents africains sont arrivés dans la capitale de la RDC pour honorer la mémoire d'Étienne Tshisekedi. Il s'agit du Rwandais Paul Kagame, l'Angolais Joao Lourenço et les Congolais Denis Sassou Nguesso. La présence de ces 3 dirigeants est un signe fort qui honore la lutte pour la démocratie de l'ancien Premier ministre de la RDC. C'est que ces 2 présidents que nous venons de voir ont une longue et ancienne culture de combat et de lutte. Ce sont des gens qui sont habitués au combat et aux luttes. Voilà pourquoi ils sont venus honorer les pères congolais du combat et des luttes. Connu pour avoir lutté contre la dictature de Mobutu et pour l'instauration d'un état de droit sans recourir aux armes, cela a fait de lui les pionniers de la non-violence. Il nous a donné l'exemple à suivre. Quand on se dispute, il ne faut pas toujours prendre les armes pour éliminer de certaines personnes. Vous pouvez parler avec la parole et les marches. Finalement, il a réussi. Décédé en février 2017, Étienne Tshisekedi a enregistré 35 ans de lutte pour le pouvoir. Aujourd'hui, il est déclaré opposant historique de la RDC. Ses funérailles grandioses, s'étendant sur 3 jours, prennent fin demain samedi. Patrick Abega pour VOA Afrique, Kinshasa. Un autre qui s'en est allé, c'est Jonas Savimbi, chef rebelle angolais tué au combat en 2002 et dont la dépouille a été remise ce vendredi à sa famille en vue de ses obsèques publiques prévues samedi à la suite d'un accord avec le gouvernement. Seigneur de guerre aussi charismatique que controversé, Jonas Savimbi avait été tué lors d'un accrochage avec les forces gouvernementales angolaises le 22 février 2002. Sa mort avait mis fin à la guerre civile qui durait depuis l'indépendance de l'Angola en 1975. Il avait été enterré à la hâte par des soldats angolais à Luena, dans le centre du pays, non loin de là où il avait été tué. Depuis, sa famille et l'UNITA cherchaient à organiser des obsèques en bonne et due forme à l'Opitanga, conformément à ses souhaits. Autre information ce soir, le groupe armé des 3 R Retour, Réclamation et Réhabilitation qui est jugé responsable des tueries ayant entraîné la mort de plus de 50 civils dans le nord-ouest de la RDC la semaine dernière, va démanteler ses barrages dans la région et remettre aux autorités les présumés coupables des massacres. C'est ce qu'assure le gouvernement centrafricain ce vendredi, après la promesse formulée dans ce sens hier par Saïdou Aliou, le représentant des 3 R au sein du comité exécutif de suivi de l'accord de paix dans le pays. Le gouvernement et la MINUSCA avaient donné un ultimatum de 72 heures aux 3 R pour prendre les mesures en question.
On l'a appris ce vendredi, 16 personnes ont été tuées dans une embuscade tendue mardi dans le district de Makomia par les islamistes présumés sur une route du nord du Mozambique, l'attaque la plus meurtrière commise par ce groupe qui sème la terreur depuis 2017. 8 personnes ont été tuées dans le véhicule et 7 autres ont été tuées sur place alors qu'elles tentaient de s'enfuir. C'est ce qu'a déclaré vendredi un enseignant qui a perdu un collègue dans l'attaque. Une autre personne a succombé à ses blessures mercredi. Le bilan a été confirmé par un responsable local sous couvert d'anonymat. En Algérie, la police a procédé ce vendredi à des arrestations systématiques de passants à Alger, aux abords de la Grande Poste, point de ralliement de la grande manifestation hebdomadaire contre le régime. Des manifestations qui sont organisées depuis le 22 février, notamment à Alger, pour réclamer un changement du système politique dans le pays. Les manifestations, pourtant strictement et totalement interdites dans la capitale depuis 2001, ont été jusqu'ici tolérées par la police, débordée par le nombre qui se contente habituellement de contenir le défilé dans un périmètre défini. Notre correspondant Mehdi Alioui a recueilli quelques réactions dans les rues d'Alger. Le dialogue, il est dépassé et on veut passer aux négociations. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait une période de transition pacifique et qui va transmettre le pouvoir aux civils. Malgré le ramadan, ils ont tenu à manifester malgré la soif, malgré la chaleur. Donc c'est courageux de leur part. Les arrestations sont une provocation pour porter atteinte à l'intégrité de ces manifestations pacifiques. Leurs efforts, que Dieu le veuille, vont échouer. Actuellement, la conjoncture actuelle, via le gouvernement et via Gaïd Salah, essaie de nous imposer une certaine rapidité de faire les choses pour des calculs autres qu'on ne maîtrise pas probablement, mais on n'est pas vraiment pressé. Nous avons encore le temps de battre le pavé pour exprimer nos revendications politiques, féministes, humanitaires, pour déboucher sur un projet d'une nouvelle république dont rêvent tous les Algériens et Algériennes. Et puis le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a déclaré que les réformes politiques en cours permettraient à son pays de mieux aider dans la recherche de solutions aux problèmes de sécurité régionale. Le Premier ministre indique qu'il était déterminé à faire de l'Éthiopie un moteur d'intégration économique régionale et de renforcement de la collaboration en matière de paix et de sécurité. Dans une interview exclusive avec La Voix de l'Amérique, Abiy Ahmed a affirmé que son programme de réforme ne serait pas compromis. L'interview dont vous allez suivre un extrait a été réalisée par Eskinder Firé à Addis Abeba. Si nous prenons le problème entre la Somalie et le Kenya, nous souhaitons que l'Érythrée et le Soudan du Sud s'aident mutuellement avec le support de l'Éthiopie et apportent leur aide pour résoudre ces problèmes. Tous ces problèmes entre la Somalie et le Kenya peuvent se répercuter sur nous. Pour cette raison, nous aimerions travailler ensemble pour le résoudre. La situation au Soudan du Sud est très problématique. L'Éthiopie ne peut pas, elle seule, résoudre le problème. Et il en va de même pour le problème entre nous et l'Érythrée. Et il y a aussi des problèmes entre l'Érythrée et d'autres pays. C'est donc une région qui a beaucoup de problèmes. Mais il ne faut pas oublier que cette région veut avancer vers une meilleure intégration. ኢትዮጵያዊ በምታደምጥበት ወቅት Le président Donald Trump menace d'imposer des droits de douane supplémentaires aux importations mexicaines jusqu'à ce que les migrants clandestins cessent de traverser le Mexique pour venir aux États-Unis. Au Congrès, la réforme de l'immigration divise les législateurs.
C'est un reportage de Michael Bowman présenté par Gaby Dorsil. L'administration Trump a annoncé que les arrivées de migrants à partir du Mexique dépassent les 100 000 personnes par mois, un chiffre impressionnant. Au 30 avril, nous avons appréhendé 460 294 personnes à la frontière sud. Près de la moitié des adultes sont accompagnés d'enfants. Ils ont reçu un message clair. Venez avec un enfant et vous serez libérés. Le président Donald Trump a répondu avec un plan durcissant les conditions de demande d'asile pour décourager l'afflux des migrants. Les demandeurs d'asile légitimes sont remplacés par des demandes frivoles. En plus de la construction du mur à la frontière mexicaine, le président Trump veut mettre en place un système d'immigration dit fondé sur le mérite qui favoriserait les migrants hautement qualifiés. La démocrate Nancy Pelosi, présidente de la Chambre, n'est pas du tout impressionnée. Le mérite est vraiment un mot condescendant. Sont-ils en train de dire que la famille n'a aucun mérite? Trump opte pour un mur qui ne sert qu'à renforcer son ego et à nuire à nos communautés. Le Congrès est donc très divisé sur le sujet. Donald Trump accuse. Les démocrates proposent des frontières ouvertes, des salaires plus bas et franchement le chaos. Ce qui rend les choses difficiles, c'est que la question divise les deux partis. Trump parle de l'immigration comme si cela allait ruiner l'Amérique, alors que d'autres parlent de l'immigration comme la fondation de l'Amérique. Un contentieux accouche rarement d'une loi pendant une année électorale. La campagne de 2020 étant déjà lancée, la fenêtre pour agir en matière d'immigration se réduit de jour en jour. Et pour parler de cette actualité, accueillons via Skype Brett Bruen, président de Global Situation Room, un cabinet spécialisé dans les relations internationales. Brett Bruen, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Qu'est-ce qui, selon vous, justifie la décision de Donald Trump d'imposer 5% de frais de douane sur tous les biens en provenance du Mexique pour un débat qui porte sur l'immigration clandestine? Bon, selon moi, il n'y a pas une bonne justification. Peut-être il y a une justification politique pour M. Trump qui est un peu préoccupé en ce moment par des conditions politiques nationales et politiques internationales. C'est-à-dire, nous avons vu des rapports dans les heures récentes qu'au Corée du Nord, les négociateurs qui ont participé en négociation avec les États-Unis étaient tués par Kim Jong-un. Alors, on peut dire que les choses ne sont pas en bonne voie en termes de ces négociations. En plus, ici aux États-Unis, le procureur Mueller s'est prononcé cette semaine sur ces investigations et ce n'était pas du tout positif. Alors, je crois que Trump. Et donc, voilà. Pour vous, que peut faire le Mexique pour satisfaire donc aux exigences de Donald Trump? Bon, ils sont déjà en train de faire beaucoup de choses en termes d'empêcher l'immigration vers les États-Unis, mais en plus, je crois que ce que Trump exige, c'est qu'il mette plus de pression, plus de force sur sa frontière avec le Guatemala. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de ressources au Mexique pour le faire. Alors, c'est une question de l'administration Trump. Est-ce que vous allez donner plus d'argent au Mexique pour le faire? Justement. Alors, est-ce que la décision de Trump ne va pas compromettre le projet d'accord qu'il y a en ce moment entre le Mexique, le Canada et les États-Unis? Pas seulement cet accord qui est en ce moment en considération au Congrès, mais en plus, il y a la considération des accords que les États-Unis pourraient faire avec la Chine, avec l'Union européenne. Et si Trump va faire un accord et puis après ajouter des autres conditions, je ne suis pas sûr que les leaders internationaux voudraient faire ce type de... Merci. Voilà. Merci beaucoup, Brett Bruen. Je rappelle que vous êtes président de Global Situation Room, un cabinet spécialisé dans les relations internationales basé ici à Washington. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, les titres de cette seconde partie de votre journal. Observer le jeûne du Ramadan pendant 20 heures, c'est ce qui se passe quand on vit dans l'Alaska, ici aux États-Unis. Nous suivrons l'exemple d'une famille ghanéenne. Dans ce journal, nous irons au Sénégal à la rencontre d'une reine, Marie Diouf, la reine du sel, une entrepreneuse pas comme les autres. Et puis en sport, Pascal Siakam fait forte sensation dans le premier match de la finale NBA. L'ailier camerounais de Toronto a dévoré Golden State. C'est vendredi et c'est l'heure de Culture Hebdo avec Roger Montour. Roger, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, John. Roger, s'il y a une question que les fans de Game of Thrones se posent, c'est celle de savoir si la fin des livres sera différente de celle de la série. Une très bonne question. Georges Martin, l'auteur, a promis qu'il finirait sans toutefois donner de date de sortie les deux derniers livres de sa saga du Trône de Fer et révéler si oui ou non leur fin correspondrait à celle de la série HBO Game of Thrones, qui cartonne encore jusqu'aujourd'hui. Je vous rappelle aussi ici que Game of Thrones a pris fin dimanche dernier après une 8e saison controversée. Au-delà de la déception de certains fans, la nostalgie est également forte à l'idée de laisser derrière ce monument de la télévision. Il y a même une pétition signée par plus d'1 million des fans en colère qui veulent que la dernière saison soit réécrite par des scénaristes compétents. Et de la télévision au cinéma, il n'y a qu'un pas que nous franchissons avec une qui fait parler d'elle et qui a fait sensation à Cannes. C'est Mati Diop, une jeune réalisatrice qui met l'Afrique au haut de l'affiche. Ah ouais, Mati Diop fait parler d'elle-même sur les réseaux sociaux par les jeunes réalisateurs africains. Elle a été couronnée à Cannes par le Grand Prix pour son premier long métrage Atlantique. Diop est une jeune cinéaste qui n'a de cesse de revenir à l'Afrique dont elle parle dans ce film en évoquant le sort des migrants. Rappelons ici qu'elle est la fille du musicien Oasis Diop et nièce du grand réalisateur sénégalais Djibril Diop Mambéty, réalisateur de Tuki Bouki. Mati Diop, 36 ans, signe avec Atlantique une fable politique et onirique, histoire de fantômes et d'exil chez la jeunesse de Dakar. Présentée comme la relève du cinéma sénégalais, cette jeune femme frêle avait déjà été remarquée avec 1000 soleils, sorti en 2013, un moyen métrage documentaire qui suivait l'acteur de Tuki Bouki et dialoguait avec le film mythique de son oncle qu'elle a peu connu. Et à présent, suivons quelques images du concert de l'artiste nigérien Burna Boy en concert le week-end dernier ici à Washington DC. Images recueillies par notre collègue Sims Lumami. Burna Boy, c'est toujours comme ça quand il est à Washington. Et tout de suite, place à notre agenda culturel. C'est tout. Merci beaucoup, Jeff. Merci, Roger, et à la semaine prochaine. Merci, bon week-end. Le jeûne du Ramadan s'observe du lever au coucher du soleil, une évidence pour les musulmans d'Afrique. Mais pour leurs coreligionnaires d'autres parties du monde, comme ceux de l'État américain de l'Alaska, près du pôle Nord, c'est un défi de taille. Reportage de Youssouf Aradé, le récit est de Lionel Gaïma. En cette période de l'année, le soleil brille presque pendant 20 heures en Alaska. C'est dans ces conditions que Sédikou Mohamed et sa famille, venus du Ghana, observent le Ramadan.
Jeûner en Alaska est étonnant. Le soleil se lève à 4 heures du matin et se couche aux alentours de minuit. De ce fait, nous jeûnons de 4 heures du matin à minuit. De toute ma vie, je n'ai jamais jeûné plus de 12 heures d'affilée. Malgré tout, les conditions ne sont pas aussi rudes qu'en Afrique de l'Ouest, estime Hadjia Serina, la mère de Mohamed. Le temps est frais ici, si bien que je peux jeûner et ne même pas manger par la suite. Je n'ai pas du tout faim. Mais au Ghana, à cause de la chaleur, vous avez hâte de rompre le jeûne. Depuis que je jeûne ici, je ne me suis jamais soucié de la durée de mon jeûne. Certains musulmans d'Alaska choisissent de jeûner selon les horaires de la Mecque. C'est le cas pour Atao Chowdhury, originaire du Bangladesh, qui prie au centre islamique de Fairbanks. En été, la journée peut durer jusqu'à 21 heures, mais à peine 3 heures en décembre. Les érudits nous ont recommandé de suivre un fuseau horaire normal. Nous suivons celui de la Mecque, notre lieu le plus saint. Nous jeûnons de 4 heures du matin à 7 heures de l'après-midi. Nous rompons le jeûne et nous passons à d'autres activités. Nous prions 5 fois par jour comme tout le monde. Au fond, le ramadan en Alaska n'est pas différent de celui de Bangladesh, assure Zakaria, la femme de Chowdhury. Nous pouvons faire ici tout ce que nous faisions au pays, par exemple se détendre la nuit et ne pas travailler dans la journée. Impossible ici d'aller au travail au bon moment, mais nous demandons à Dieu d'accepter notre jeûne sur la base du temps en Alaska qui nous amène à rompre le jeûne alors qu'il fait encore jour. En Alaska, État américain 3 fois plus grand que le Nigeria, les musulmans assurent qu'ils honorent leurs traditions et obligations religieuses en dépit des journées d'une longueur inhabituelle. Direction le Sénégal et plus précisément dans la région de Fatick pour faire la connaissance de Marie Diouf, une entrepreneuse pas comme les autres qui a trouvé un moyen d'aider sa communauté grâce au processus d'iodation. La reine du sel, c'est un récit de Salwa Jafari. Dans les marais salants de Fatick, le travail commence aux aurores. On racle la surface des bassins, on consolide les digues, des gestes répétés à longueur de journée. Le sel n'a plus de secret pour Marie Diouf, qui veille en paludien en chef. J'étais ramasseuse de sel. J'ai vécu que les hommes sont aussi dans ce site de production pour exploiter salin et là, ça leur appartient. Et moi je dis, pourquoi les hommes et non les femmes? Marie Diouf a lancé son entreprise il y a une décennie en investissant ses économies dans l'achat de ses propres salines à Fatick, l'une des plus grandes régions d'extraction de sel du Sénégal. En entrepreneuse ambitieuse, elle décide de modifier son produit pour lui donner plus d'attrait en lui ajoutant de l'iode. D'après l'élevé de la consommation de l'iode dans mon village, j'ai constaté que j'ai amélioré beaucoup mon travail. Mon sel est adéquatement iodé. Je peux dire que la santé de mes enfants est augmentée. Mes revenus d'activité aussi sont augmentés. Mes activités génératrices de revenus sont augmentées. L'ONG Canadian Nutrition International a formé Diouf à ce processus. La carence en iode reste un problème au Sénégal en raison des contrôles de qualité médiocres, en particulier chez les producteurs qui n'iodent pas suffisamment leur sel, malgré un décret présidentiel. Il y a quelque chose qui m'a poussé, le fait de créer des emplois, aider des gens qui ne sont pas riches, qui ne sont pas pauvres, qui n'ont pas des revenus. Marie Diouf a pour objectif de produire plus de 1000 tonnes de sel cette saison qui prendra fin en juin. En attendant, elle règne en reine absolue au milieu de ces marais. Et maintenant, pour le dernier bulletin de sport de la semaine, nous cédons la place à Yacouba Ouedraogo. Yacouba, on parlait de Pascal Siakam hier. Quelle nouvelle? Bonsoir. Bonsoir John et bonsoir à vous, amis sportifs. Effectivement, on évoquait hier sa montée fulgurante en NBA. Pascal Siakam a écœuré le double champion en titre Golden State battu 118-109 en ouverture de la finale NBA. L'ailier camerounais de Toronto, 25 ans, a marqué 32 points et fait capituler Stephen Curry et ses coéquipiers
avec une impressionnante efficacité au tir, 14 sur 17, sans oublier 8 rebonds, 5 passes décisives et 2 contre. Des statistiques qui permettent à Pascal Siakam de devenir le 7e joueur de l'histoire à marquer plus de 30 points avec une réussite au tir supérieure à 80% dans un match d'une finale NBA. La rencontre numéro 2 aura lieu ce dimanche à Toronto. En football, plus qu'une semaine avant le coup d'envoi du mondial féminin France 2019, 3 nations représenteront le continent dans cette compétition qui aura lieu du 7 juin au 7 juillet prochain. Le Nigeria, le Cameroun et l'Afrique du Sud espèrent être à la hauteur. Abdourahmane Dia. C'est sans doute la meilleure équipe féminine africaine. Les Super Falcons du Nigeria, champions d'Afrique en titre, ont régné sur le continent au cours des 30 dernières années. 11 fois vainqueurs de la CAN féminine en 13 éditions. Elles ont pris part à 8 Coupes du Monde, mais ont une seule fois franchi la phase de groupe. C'était en 1999. Les Nigérianes veulent mieux faire cette année dans un groupe qu'elles partagent avec la France, pays hôte, la Corée du Sud et la Norvège. Elles ne sont qu'à leur 2e participation à un mondial après leur expédition canadienne en 2015 où les Lionnes indomptables ont atteint les 16e. Pour faire pareil ou mieux, le Cameroun devra se frayer un chemin à travers un groupe assez équilibré composé de la Nouvelle-Zélande, du Canada et des Pays-Bas. Comme toute lionne qui va en brousse, on va chasser. On va chasser et nous sommes sûrs de remporter, ramener les proies. Parce que la lionne, quand elle va, elle ne rentre pas dans les mains vides. Enfin, l'Afrique du Sud jouera sa toute première Coupe du Monde et elle n'a pas été épargnée par le hasard du tirage au sort qui l'a logée dans le groupe B en compagnie des habitués que sont l'Allemagne, la Chine et l'Espagne. Bonne chance donc à toutes ces équipes qui vont représenter le continent. Toujours en football, n'oubliez pas la finale retour en Ligue africaine des champions ce soir. Tout à l'heure donc à 21h temps universel entre l'Espérance de Tunis et le Wydad Casablanca. On en reparle lundi. Au revoir. Merci Yacouba. Lundi, vous serez donc en compagnie de Jacques Aristide. Et c'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et à vous de l'avoir suivi. Demain est un autre jour, mais avant cela, vous retrouverez donc lundi Jacques Aristide. D'ici là, excellent week-end à toutes et à tous. Bye.